Bien le bonjour, Midi Keng, le journal au micro, Khalifa Diakhaté, voici les titres de cette édition. Présidentielle 2019, rien pour l'heure aux yeux de la loi ne s'oppose à la candidature de Khalifa Sall. L'ancien maire de Dakar n'a pas épuisé toutes les voies de recours. Précision du professeur Ndiak Fall, l'expert en droit pénal, souligne par ailleurs que la loi disqualifie le candidat Karim Wade. Le droit à l'image en question dans ce midi, problématique soulevée par l'interdiction du livre de Marcel Mendy sur le procès de Hissène Habré. Le journaliste a utilisé l'image de l'ancien président tchadien en couverture. Celui-ci a porté plainte pour marquer sa désapprobation. Université de Thiès, les étudiants décrètent une grève illimitée. À l'origine, la fermeture des restaurants universitaires, ce depuis le 20 novembre dernier. Gabon, le président Ali Bongo séjourne au Maroc. Il est suivi dans un établissement hospitalier de Rabat. En sport, Cannes 2019, la CAF pourrait disqualifier le Cameroun. La commission d'organisation de la Confédération africaine de football aurait estimé que le pays des liens indomptables n'est pas prêt à accueillir la compétition, à confirmer. Et puis, le zoom de Seydina Abba Gueye sur l'Union sportive de l'école polytechnique de Thiès. Un symbole, nous dit-il, de la réussite des équipes universitaires dans le milieu du basket professionnel. Le secret médical, les acteurs de la médecine intègrent-ils suffisamment la notion? Problématique posée dans ce midi et qui infirme le questionnement. Comme tous les vendredis, la chronique de Mamoudou Ibra Kane, une réflexion sur l'arrière-cour de l'image d'Épinal de la place Soweto. La revue de presse de Ousmane Gueye refermera cette édition mise en onde par Aliou Diassé. Mamadou Kandi à la réalisation au micro. Khalifa Diakhaté, bienvenue. Bien le bonjour, présidentielle 2019, espoir encore permis pour le candidat Khalifa Sall. En revanche, la loi exclut la candidature de Karim Wade. En effet, il explique Ndiak Fall, le professeur de droit pénal, que pour ce qui est de Khalifa Sall, toutes les voies de recours n'ont pas encore été épuisées. Nous l'écoutons ici au micro de Mohamedou Kandji. Ce que je peux dire pour M. Karim Wade, évidemment, nous sommes en face d'une situation paradoxale, puisque la Cour de répression de l'enrichissement illicite, certes, la condamne, mais il jouit toujours de ses droits civiques, civils et de famille. Donc, a priori, il aurait pu être électeur et éligible. Mais c'est les dispositions du code électoral qui l'empêchent d'être candidat, puisque, disons, parmi les éléments du dossier qu'on présente quand on est candidat à la présidence, il y a l'extrait du casier judiciaire. Et cet extrait du casier judiciaire va indiquer la condamnation dont il a été l'objet. M. Khalifa reste à la fois électeur et éligible, puisque le pourvoi en cassation revêt un caractère suspensif. Autrement dit donc, la décision de condamnation par l'application, elle ne peut pas figurer au casier judiciaire. Et tant que la condamnation n'est pas définitive, M. Khalifa reste électeur et éligible. Le droit à l'image. Dans quelle mesure peut-on utiliser l'image d'autrui sans autorisation? La plainte de Hissène Habré contre Marcel Mendy suscite la polémique sur le sujet. Le journaliste a en effet utilisé une photographie de l'ancien président tchadien en couverture du livre qui porte sur le procès de ce dernier qui désapprouve. Écoutez les éléments de réponse avec Pape Alioune Sarr. Utiliser une image sans violer le droit d'auteur, la démarche est assez méconnue au Sénégal. Et pourtant, une mauvaise interprétation du droit à l'image peut induire des sanctions judiciaires, d'où la nécessité de faire la différence entre une image privée et celle publique. Maître El Hadj Ning est avocat au barreau de Dakar. Le principe, c'est que la personne a droit sur son image et les droits de la personnalité. Et personne ne peut utiliser cette image-là sans son consentement ni son accord. Ça, c'est le principe pour les personnes privées. Maintenant, pour les personnes publiques, évidemment, il y a eu des évolutions jurisprudentielles sur la question. Une évolution donc qui a reconnu des exceptions pour les personnalités publiques. Mais ces exceptions n'excluent pas le consentement de la personne, d'autant plus l'image fait partie de la vie privée. Alors, elle est protégée par un droit absolu. Une image, c'est une donnée personnelle. Et le principe en matière de protection des données personnelles, c'est qu'on ne peut pas collecter ni exploiter une donnée personnelle sans le consentement
exprès de son propriétaire, disons. Ce droit absolu lié au droit de l'image s'applique dans le champ de l'information. Le journaliste ou professionnel des médias peut diffuser une image si celle-ci contient une valeur informative. Ibrahim Benjamin Diagne est journaliste et diplômé en management des médias. On peut donner des informations au public consommateur qui en veut, parce que justement, il y a le droit non seulement à l'expression, mais il y a également le droit à l'information. Le public, le consommateur a besoin d'être informé de ce qui se passe dans le monde. Le droit à l'information également qui est garanti alors aux journalistes pour qu'ils en tout cas informent le public, que ce soit le lecteur ou les auditeurs. Toute la différence si l'image est utilisée pour des fins commerciales. Sur le plan commercial, vous ne pouvez pas utiliser ou bien en tout cas un portrait ou une photo d'une personnalité publique à des fins commerciales. Même le président de la République pouvait dire, tiens, moi je ne veux pas qu'on publie ma photo à des fins commerciales. Même si c'est la plus haute personnalité, il peut dire, je n'utilise pas ou bien ne n'utilisez pas mon image pour vendre des livres. Affaire Hissène Habré, entre ombre, silence et non-dit, le livre de Marcel Mendy n'a pas échappé aux sanctions liées au droit de l'image. Un cas public qui remet au goût du jour la gestion des images, qui reste donc un processus qui demande de l'attention. E-Radio, vous êtes sur le Midi King, il est 12h06. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Camp présidentiel, Ralima annoncé de Abdoulaye Baldé, un manque de respect vis-à-vis des militants de l'UCS. Il s'agit là de la lecture du professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Moussa Diop, qui souligne une victoire du président de la République. Il est avec Mamadou Diagne. Ralliements de dernière minute qui traduisent justement l'inconsistance des leaders politiques, le manque de fidélité par rapport à des principes et à des règles. C'est vrai que sur le plan politique, c'est une victoire de la majorité d'avoir réussi à avoir un leader comme Baldé, qui a certainement un fief électoral. Ça peut être considéré comme quelque chose de positif pour la majorité qui a réussi à rallier ce ralliement. Mais sur le plan purement politique, ça ne renforce pas la démocratie parce que ça montre bien qu'il y a des faiblesses quelque part, des hommes politiques dont la conviction est très faible, il y a une fébrilité dans la conviction, il n'y a pas un attachement à des principes, à des règles. Le respect, c'est tout des militants, parce que si des militants sont du jour au lendemain, le leader décide de partir parce qu'il a fait des calculs politiques, ça ne grandit pas du tout la démocratie. C'est un problème pour la démocratie au Sénégal, ces ralliements des leaders de dernière minute, surtout comme Baldé, on l'a entendu, faire ses déclarations de candidature et en dernière minute. Peut-être que là, le parrainage n'est pas là. L'impact négatif, c'est par rapport à la démocratie. Mais politiquement, s'ils décident de rallier, ça, quand même, c'est peut-être ils ont amené une partie de leurs militants. Et aussi, si la majorité les accepte, ça veut dire qu'elle espère engranger des militants, des électeurs. C'est vrai que ça pose problème dans le fonctionnement de la démocratie. Vous écoutez E-Radio sur la 90.3 FM Dakar. La grève illimitée des étudiants de l'université de Thiès, ils s'insurgent contre la fermeture des restaurants universitaires, ce depuis le 20 novembre dernier. Ils montent d'un cran donc après la marche de la semaine dernière. Par ailleurs, les étudiants sollicitent le soutien des chefs religieux. Serigne Mansour Diène est le président de la conférence des amicales de l'université de Thiès. Il est au micro e-radio de Amago Robert Niang. Depuis le dimanche, on est en grève illimitée jusqu'à l'ouverture de nos restaurants. On ne pouvait pas demander à nos étudiants de pouvoir rester dans les campus sans pour autant se restaurer. On a eu des dons venant de bonne volonté, mais cela ne suffisait pas pour nourrir 5000 étudiants. Donc il était question là, sauvegarde en tout cas, de vie, donc il fallait les laisser partir jusqu'à ce que nos restos reprennent. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, donc nous avons épuisé beaucoup de pistes, mais néanmoins nous allons aller vers les chefs religieux et en même temps vers les émissions télé pour pouvoir encore une fois alerter l'autorité que ce problème-là, il est plus qu'alarmant parce qu'actuellement, on est déjà en retard et on accumule plus de retard parce qu'on ne fait pas cours. Les gens ne peuvent pas aller en cours sans manger.
12h10 dans le Saloum, campagne de commercialisation de l'arachide. L'État solde les 2 milliards de francs CFA qu'il devait jusque-là aux opérateurs d'être réglés à travers la Sonacos selon ces derniers. Les huiliers et les opérateurs se sont donné rendez-vous à la chambre de commerce de Kaolack au menu. La distribution des points de collecte dans la perspective du démarrage prévu le 3 décembre prochain. Ousmane Dem pour les détails. Ce sera avec un esprit tranquille que les opérateurs vont aborder la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide. L'État, à travers la Sonacos, vient de leur enlever une grosse épine dans le pied. Ibrahima Dien, secrétaire général de la FENOPCT, zone centre, Kaolack, Kaffrine, Tamba et Fatick. Les dettes ont été payées, ce qui restait c'était les semences et la Sonacos qui devait une créance de 2 milliards. Le tout a été payé la semaine passée. On attend que cela rentre dans les comptes. Vraiment, on l'a applaudi très fort parce qu'on ne peut pas rentrer dans une campagne avec des dettes. L'État a pris des dispositions nécessaires pour que les dettes soient payées. L'autre point de satisfaction reste la décision de l'État de fixer le prix au kilogramme à 210 francs CFA. Ce, malgré les nombreuses péripéties notées au niveau du marché mondial. Le prix que l'État a accepté, les 210 francs, nous réjouissons très fort. Nous applaudissons pas à 2 mains, mais à 10 mains. Parce que le prix de l'arachide dans le marché mondial était de 147 francs. Si on se basait sur le prix mondial, de toute façon, les paysans seront un peu vexés. Mais le président de la République a pris des décisions pour que cela ne se passe pas comme ça. Il a dit qu'il va accepter la subvention et acheter le prix de l'arachide à 210 francs comme l'année dernière. Ce qui fait dire à ces opérateurs que cette prochaine campagne de commercialisation de l'arachide est partie pour être une réussite. Depuis l'année des indépendances jusqu'à nos jours, nous venons d'atteindre une production record de 1 435 000 tonnes. Sur ces 1 435 000 tonnes, les opérateurs ont donné des semences de qualité en quantité suffisante, ont été notifiés par le ministère de l'Agriculture et ils l'ont fait normalement. Donc tous les opérateurs sont prêts pour rentrer dans la campagne de commercialisation et la distribution des semences dans de très bonnes conditions. Cependant, pour que tout se passe bien, il est recommandé à tous les opérateurs de faire bon usage de leurs agréments et d'acheter au niveau des points de collecte. Ousmane Dem, Kaolack, iRadio. Ousmane Dem, partenariat Banque islamique de développement, État du Sénégal. Le premier décaissement relatif à la finance islamique prévu en janvier prochain. Prétexte pour poser la question qui taraude beaucoup de consommateurs. Comment justement ces institutions financières tirent profit de leur activité? Oumou Kalsoumba. L'État du Sénégal vise à développer une industrie forte de la finance islamique en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, un jalon va être posé en 2019. En effet, le premier décaissement relatif à la finance islamique est prévu en janvier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, tentons de savoir qu'est-ce que la finance islamique, communément appelée Soukouk. Mohamedou Lamine Baké, président de l'Institut africain de la finance islamique. Contrairement à la finance conventionnelle, la finance islamique et la finance conventionnelle ont les mêmes objectifs, mais la façon de faire que l'islam reconnaît fait que dans la finance conventionnelle, il faut enlever certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Donc, c'est une manière de faire la finance en conformité avec les principes de la charia. Si la finance islamique respecte les principes du droit et de la jurisprudence de la charia ou la loi islamique, alors comment faire du profit? La finance conventionnelle, c'est une logique d'endettement. Ça veut dire que quand vous avez besoin de quelque chose, on vous prête de l'argent et on vous prélève un intérêt. Et l'islam est contre cela. Alors, comment est-ce qu'on gagne de l'argent dans l'islam? L'islam propose une finance participative de type actionnarial. Ça veut dire qu'au lieu de vous prêter 500 000 pour acheter 2 vaches et les revendre à la période du Magal avec une marge et vous payez le principal et les intérêts, ici l'islam vous dit j'investis 500 000 dans ce projet avec vous et quand vous revendez les vaches, vous me donnez vous remboursez mon prêt, mais on partage le bénéfice. Donc vous donnez par exemple 30% du bénéfice. Et s'il y a perte, on partage les pertes. Pour rappel, en 2017, l'État du Sénégal avait signé avec la Banque islamique de développement un accord de partenariat. Objectif, mettre en œuvre un programme de développement de la finance islamique au Sénégal. Le coût du projet est estimé à 47 milliards de francs CFA. L'actualité internationale sur iRadio. Un round-up de Bokar Alfakan. Ali Bongo a entamé sa convalescence au Maroc. Le chef de l'État gabonais a été admis dans un établissement hospitalier à Rabat, la capitale du royaume chérifien. Ce transfert au Maroc s'est fait conformément aux souhaits du président Bongo, en accord avec la Cour constitutionnelle du Gabon et conformément à l'avis des médecins traitants.
Âgé de 59 ans, Ali Bongo a quitté mercredi soir l'Arabie Saoudite où il était hospitalisé depuis le 24 octobre. Son absence continue de susciter des réactions dans la société gabonaise. La centrale syndicale Dynamique Unitaire appelle à une grève générale du 10 au 12 décembre prochain. Elle dénonce principalement l'absence d'interlocuteurs pour traiter les conséquences des mesures d'austérité prises ces derniers mois. Au Bénin, le parti du renouveau démocratique de Adrien Oungbeji se présentera sous sa bannière et sous son propre logo lors des prochaines élections législatives de 2019. C'est ce qu'a annoncé Adrien Oungbeji, le leader du PRD, au sortir d'une audience avec le président Patrice Talon. Le chef de l'État béninois, par ailleurs leader du bloc républicain, la mouvance présidentielle, ne s'y est pas opposé. Rappelons que le PRD a soutenu le président Talon, notamment pour la réalisation du programme d'action du gouvernement et pour le succès des réformes engagées par le chef de l'État béninois. En RDC, Martin Fayoulou dénonce des entraves à sa campagne. Selon le leader de la plateforme Lamouka, il y a 10 jours, les autorités de l'aviation civile l'auraient empêché de rentrer au pays avec son jet. Le candidat s'était alors rabattu sur un vol d'Ethiopian Airlines pour rentrer le jour convenu à Kinshasa. Aujourd'hui, ce sont les avions qu'il a loués en Afrique du Sud pour mener campagne à travers tout le pays qui sont empêchés d'atterrir à Kinshasa. L'administration congolaise a expliqué qu'elle n'avait reçu aucune demande et que des experts doivent se rendre en Afrique du Sud pour inspecter l'appareil et s'enquérir de son bon fonctionnement. Des explications balayées par le directeur de campagne de Martin Fayoulou qui a expliqué que ce type de contrôle n'était prévu qu'en cas d'importation d'avions, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Enfin, affaire Khashoggi, le Sénat américain veut punir l'Arabie Saoudite pour le meurtre du journaliste. La sanction pourrait même aller jusqu'à une réduction de l'aide militaire. Une décision qui va à l'encontre du soutien appuyé apporté par le président américain Donald Trump à ses alliés saoudiens et au prince héritier Mohammed Ben Salman. Cette sanction, décidée mercredi à l'unanimité par des démocrates et républicains siégeant au Sénat, avait été conduite initialement par le sénateur républicain Mike Lee et l'indépendant Bernie Sanders. Après le meurtre du journaliste saoudien, Donald Trump s'était rangé du côté de ses alliés et de MBS, justifiant des contrats d'armement et une alliance historique avec Riyad. Le prince est en effet considéré par la CIA, selon la presse américaine, comme le commanditaire du meurtre de Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul, en Turquie. Le journal des sports de iRadio. Bien le bonjour, Seydina Abagay. Bonjour Khalifa. Alors, va-t-on vers le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun? En attendant le verdict du comité exécutif de la CAF qui s'est réuni actuellement à Accra, la commission d'organisation de la même instance a conclu que le Cameroun n'est pas prêt à accueillir la CAN. Plus de détails avec Aoudjo. C'est après avoir étudié les rapports des missions d'inspection effectuées au Cameroun que la commission d'organisation de la CAN 2019 a conclu que le pays n'est pas prêt pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Mais en attendant, le comité exécutif se réunit ce vendredi pour donner sa décision finale concernant la candidature du Cameroun. Et au cas où la CAF décide de lui retirer l'organisation de la CAN, le Maroc, présenté depuis longtemps comme le principal recours en cas d'impossibilité du Cameroun d'accueillir le tournoi, mais aussi l'Afrique du Sud où l'Égypte pourrait être candidat. À noter que malgré l'avancement des chantiers des différentes infrastructures, la situation sécuritaire, notamment la crise politique et les attaques terroristes de Boko Haram dans le nord du pays, n'ont pas joué en faveur de la candidature du Cameroun. Et puis CAF Awards, 3 Sénégalais parmi les nominés pour le titre de meilleur joueur de l'année. Il s'agit d'Idrissa Gana Gueye, de Kalidou Koulibaly et de Sadio Mané. Si les nominations de l'attaquant de Liverpool et du défenseur du Napoli semblent naturelles, celle d'Idrissa Gana Gueye vient récompenser la constance du milieu d'Everton tant en club qu'en équipe nationale. Cependant, les favoris demeurent Sadio Mané et Kalidou Koulibaly du côté des Sénégalais. Le premier sort d'une saison énorme avec Liverpool et le second est aujourd'hui cité parmi les plus grands défenseurs du monde grâce à ses performances de haut niveau en championnat et en Ligue des Champions. N'empêche, la concurrence sera rude avec la nomination de joueurs tels que Riyad Mahrez de Manchester City, Yassine Brahimi de l'Algérie et de Porto ou encore Naby Keita, le milieu guinéen de Liverpool. Mais Mohamed Salah demeure le concurrent le plus sérieux pour ce titre de meilleur joueur africain de l'année. L'Égyptien a porté à bout de bras la saison dernière Liverpool et espère faire un doublé avec ce titre car c'est lui qui avait été sacré meilleur joueur africain de l'année lors de l'édition précédente. Et chez les jeunes, Seydina Abagay, c'est Ismaël Sarr qui est en lice pour ces CAF Awards.
L'ailier sénégalais de Rennes fait partie des jeunes Africains les plus prometteurs du championnat de France. Ismaïla Sarr est même devenu une pièce maîtresse du dispositif des Rennais. Et Khalifa, ce qu'il faut dire, c'est qu'en équipe nationale, il est aussi un des éléments clés d'Aliou Cissé. Cette nomination vient donc récompenser sa progression. Face à lui, il y aura de sérieux prétendants, parmi lesquels Achraf Hakimi du Maroc, Wilfried Ndidi du Nigeria, André Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam et originaire du Cameroun, et Mahmoud Benalib du Maroc. Sans oublier Franck Kessié, le milieu ivoirien du Milan AC. Alors, Aliou Cissé, qui sera également de la fête, puisqu'il est nominé comme plutôt dans la catégorie du meilleur entraîneur de l'année. C'est pas quelque chose que je vais t'apprendre, il est souvent critiqué au niveau local. Absolument. Mais Aliou Cissé se voit récompensé sur le plan continental. Dans cette catégorie de meilleur entraîneur équipe homme, il sera en lice aux côtés de Corentin Martin de la Mauritanie, Florent Ibenge de la RDC, Nicolas Dupuis de Madagascar, Genoro du Nigeria et Hervé Renard du Maroc. Et puis basket à présent avec les finales hommes et dames du tournoi de montée en division 1. L'école polytechnique de Thiès en vedette. Eh oui, Khalifa, l'Union sportive de l'école polytechnique de Thiès a décroché son ticket pour l'élite féminine suite à sa victoire 75-47 sur l'Union sportive des Parcelles Assainies. Réputée pour la qualité de sa formation académique, l'école polytechnique de Thiès brille également sur le plan sportif et devient un des symboles de la réussite des équipes universitaires dans le championnat national de basket. Le club de Thiès compte faire bonne figure la saison prochaine en attendant sa finale qui se joue cet après-midi. Plus de détails avec Sekou Seydi. L'école polytechnique de Thiès a validé son ticket pour la montée en première division de basketball. Les universitaires sont ainsi récompensés après 3 années de dur labeur. Amadou Touré est le président de la commission technique de l'USEPT. Je pourrais dire qu'il a été formé depuis plusieurs années, mais on avait arrêté parce que la sélection ça fonctionnait pas et il y avait des problèmes de coach et tout. Mais il y a 3 ans de cela, on a repris le club avec une nouvelle sélection et on s'est entraîné durant les 3 saisons qui ont précédé celle-ci, de pouvoir accéder à ce niveau-là. Si les dirigeants du club visent loin pour leur première saison dans l'élite, le coach Cheikh Ahmed Tidiane Samba lui mise sur le maintien. Il ne faut pas être prétentieux aussi. Même, je vais vous dire quelque chose. Si on ne renforce pas cette équipe-là, on ira directement encore en 2e division. Puisque vous y connaissez, vous savez l'élite. Vous savez les équipes comme Ville de Dakar, Duc Jara, Isaac et tout ce qui s'ensuit. Tu vois, donc ils prennent les meilleures joueuses des régions. Mais pour te dire, l'objectif principal, c'est le maintien. Ce soir à 17h au stadium Marius Ndiaye, l'Union sportive de l'école polytechnique de Thiès affrontera le Flying Star en finale du tournoi monté en D1 chez les filles. Un tournoi que les Thiessoises veulent finir en beauté. Célina Abagé, apparemment les équipes universitaires brillent au basket, mais qu'est-ce qui peut bien expliquer cette réussite? Pour te répondre, on a posé la question à Elhadj Thierno Dramé et notre confrère de la RTS dit que cette réussite est le fruit de la bonne vision. Tu as délégué la réponse. En fait, il est toujours bien de recueillir l'avis des confrères qui suivent le championnat. Absolument. Et Thierno Dramé dit que c'est la bonne vision des dirigeants universitaires combinée à la chute des clubs traditionnels. C'est important parce qu'on le remarque même en football, les clubs traditionnels sont en souffrance. Et il ajoute également que les universités disposent d'infrastructures et autres que les autres équipes n'ont pas. Ce qui est vrai aussi parce qu'à l'université de Dakar ou à l'université de Saint-Louis, on retrouve des infrastructures sportives et même des gymnases que les autres clubs n'ont pas. Alors, et pour plus de détails, justement, c'est que Seydi l'a interrogé. Je pense que c'est dû à un long travail. Et puis d'une certaine manière, on peut analyser par l'échec aussi des clubs dits traditionnels. Vous savez, l'exemple du Dakar Université Club, de l'UGB, sont assez exhaustifs puisque ce sont des équipes qui ont toujours été dans le giron de l'université et qui ont misé plus ou moins sur le sport-études, mais quand même à cause des moyens dont ils disposent, parce que dans toutes les universités, vous avez des terrains de basket et tout, ils ont la possibilité non seulement de recruter, mais de pouvoir disposer d'un terrain qui puisse leur permettre donc de faire le travail, d'avoir des séances d'entraînement régulières et donc effectivement de pouvoir avoir des joueurs performants, ce qui n'est pas forcément la même situation au niveau des clubs traditionnels. Il y a très peu de clubs au Sénégal qui disposent d'un terrain de basket aux normes. Si vous voulez jouer au basket, il faut d'abord avoir un bon terrain et pouvoir pratiquer là d'ici tous les jours, ce qui n'est pas le cas. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ces clubs universitaires non seulement ont les moyens, puisqu'ils sont financés par les rectorats, ils ont à disposition des terrains de basket fonctionnels et donc ils peuvent voyager avec les moyens également du Crous ou du COUD au niveau de Dakar. Voilà pourquoi forcément on comprend qu'ils soient plus performants que les clubs traditionnels.
C'est sur cette note qui concerne la balle orange que l'on va se quitter, Khalifa. Juste donner rendez-vous aux auditeurs sur emedia.sn pour plus d'informations. Merci Seydina Abagé. Dans la deuxième partie de cette édition, le dossier consacré au secret médical. Les acteurs de la médecine intègrent-ils suffisamment ce principe, cette notion problématique posée dans ce midi et qui infirme le questionnement de Aminata Ndiaye-Sarr. Le secret, qu'il soit médical ou personnel, est une véritable obligation de discrétion. L'opinion commune est unanime sur le respect du secret médical. Certains Sénégalais trouvent injuste et malsain sa violation. Un secret, il doit être professionnel. Quand on exerce une profession, on doit pouvoir sauvegarder ce secret. Moi, je vois mal qu'on se fasse diagnostiquer par un médecin que demain qu'on dise que voilà, il y a telle ou telle chose, telle personne est atteinte de telle ou telle chose. Côté professionnel, les gens oublient ce qu'on appelle la déontologie. Il faut impérativement qu'on ajoute dans les cours de formation la déontologie. C'est l'éthique. On est dans un bureau, tout le monde sait ce qui se passe, mais on se tait. Il ne faut pas tout dire. Les yeux peuvent voir, mais la langue peut se taire. Ablaye Sissoko, âgé de 34 ans, raconte les impacts qu'a eu le non-respect du secret médical sur la vie de son meilleur ami, décédé il y a de cela 2 ans. Mon nom est Abdoulaye Sissoko. Le non-respect du secret médical a eu des conséquences néfastes dans la vie de mon meilleur ami, dont je tairai le nom. Il était atteint de cancer en stade terminal et son médecin a pris la largesse de mettre au courant sa famille, sa mère, sans avoir l'accord de mon ami. Ne pouvant pas supporter l'idée de perdre son fils, de le voir souffrir sans rien pouvoir faire, elle est finalement morte de chagrin. Quelques semaines après, mon ami a rendu l'âme. Durant ses derniers jours en vie, il n'a pas pu pardonner le fait que le médecin ait pris la décision à sa place de parler de sa maladie à sa mère. Pour lui, ce dernier n'a pas du tout respecté le secret médical. Je profite de cette occasion pour demander aux médecins, surtout la nouvelle génération, de vraiment respecter l'avis de leurs clients. Saliou Ndiaye, responsable de la cabine des prélèvements, des analyses et laboratoires au niveau du Centre national de transfusion sanguine, indique que le non-respect du secret médical n'est pas sans risque. Il ajoute qu'à leur niveau, leurs patients sont suivis discrètement et secrètement. Tout le personnel de la santé, soit médecins, paramédicaux, sont tenus au secret médical. En dévoilant le secret médical, vous pouvez même purger une peine, parce que le patient peut vous porter plainte. Et vous serez vraiment condamné parce que vous avez divulgué sa maladie et ce qui n'est pas du tout normal. Selon le docteur Mamadou Ndir, le secret professionnel dans l'exercice médical s'étend à toutes les infos obtenues au cours de l'exécution de la médecine. Il précise que 3 types de sanctions sont possibles pour tout acteur qui ne respecte pas cette norme. Elles sont de 3 types. Le premier type de sanction, c'est la désapprobation par la communauté médicale ou par la communauté tout court. La communauté médicale étant ici représentée par l'ordre des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens, dentistes. Le deuxième type de sanction possible, c'est la sanction pénale. C'est l'article 363 du Code pénal qui prévoit 1 à 6 mois de prison et 50 à 300 000 francs d'amende si je ne m'abuse. Enfin, le troisième type de sanction possible, c'est que la personne victime de la révélation du secret peut demander une réparation du préjudice qu'il a subi auprès des tribunaux. Il n'y a pas de soin sans confidence, de confidence sans confiance, de confiance sans secret, comme l'indique Bernard Orny dans son livre Éthique et déontologie médicale. Pour rappel, un patient victime de non-respect du secret médical a le droit de porter plainte contre son médecin. Et puis, cette triste nouvelle, conséquence de la houle à Saint-Louis, c'est le décès de Neymar Fall. Neymar Fall est la fille de la première victime de la semaine dernière, Abdoulaye Fall, suite donc à l'effondrement de sa maison. Sa fille avait été hospitalisée jusque-là au service de réanimation de Saint-Louis. Nous y restons justement pour nous intéresser à l'avenir de la brèche de la vieille ville, l'embouchure artificielle qui a englouti près de 400 pêcheurs. Le dernier en date, le chavirement de 5 pirogues, 3 morts et plusieurs disparus. L'État du Sénégal avait pourtant promis des caisses
investissement de 18 milliards de francs CFA pour apporter une réponse à ce problème. Les études ont démarré pour le dragage. Un expert préconise pour sa part un suivi en temps réel de l'opération pour en garantir le succès. Le point avec Ousmane Gueye. Près de 20 milliards CFA inscrits dans le budget 2018 de l'État du Sénégal pour la prise en charge de la brèche. Depuis, plus aucune nouvelle. Latir Fall, adjoint au maire de Saint-Louis, ne comprend pas ces lenteurs. L'État est au niveau étude. Rien n'est payé avec la brèche. L'État avait inscrit dans le budget 2018 18 milliards. Il était question de stabiliser, draguer et baliser la brèche. Vraiment, les populations de Saint-Louis croyaient qu'avant le mois de juillet, que les travaux allaient commencer. C'est regrettable. Comment nous parlons vraiment avec cette brèche-là, rien n'est fait. Draguer, oui, mais ça ne suffit pas. Pour le professeur de géographie à l'UGB, Dadian, auteur de nombreux travaux sur la question, il faut voir plus loin avec plus de rigueur. Il faut non seulement draguer, baliser, mais il faut avoir aussi un service de sécurité, un service de dragage, un service qui va s'occuper de draguer le fleuve Sénégal, mais dans la ville déjà, mais aussi au niveau de l'embouchure. Avant le barrage de Diama, il y avait ici un service qui draguait avec la mission d'aménagement du Sénégal, la MAS. Il y avait un service de dragage qui draguait régulièrement le fleuve Sénégal. Cette mission n'existe plus. Ce service n'existe plus. Alors le fleuve a eu beaucoup de dépôts depuis le barrage de Diama. Beaucoup de dépôts, aussi bien au niveau de la ville de Saint-Louis qu'au niveau de l'embouchure. Dans tous les deltas du monde, il y a ces dépôts. C'est un phénomène qui est naturel. Draguer coûte trop cher. L'universitaire en est conscient. La bonne nouvelle, précise de son côté Latir Fall, c'est que la brèche va être stabilisée. À partir de ce moment, le dragage pour la brèche avec le casse-tête financier ne se posera plus. Et puis la chronique de Mamoudou Ibra Kane, l'image d'Épinal de la place Soweto qui cache mal des comportements qui frisent l'opprobre aux yeux de beaucoup de citoyens sénégalais. Mamoudou Ibra Kane, chronique. Des députés fumeurs de chanvre indien. Révélation qui laisse bouche bée de l'iconoclaste et haut en couleur Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, député du PDS. Réplique du député de l'APR Abdoulahad Seck qui enfonce davantage notre Assemblée nationale dans le ridicule. C'est faux d'accuser les députés de fumeurs de chanvre. Nous connaissons ceux qui prennent la défense des vendeurs de drogue. Les deux, de par leur statut, auraient dû s'en tenir à un comportement politiquement et socialement correct. Le peuple n'a plus qu'à dire « legalize it ». Légalisez-le puisque c'est vous qui votez les lois et ouvrez les prisons pendant qu'on y est. Que la drogue soit évoquée de cette façon à l'Assemblée nationale n'honore pas l'institution, encore moins les deux protagonistes. Cette passe d'armes n'est que la énième d'une série ininterrompue de dérives et de bavures dans ce haut lieu où jadis des joutes mémorables ont opposé de grands parlementaires tels Babacar Niang, Djibo Leyti Ka, Serigne Diop, Abdoulaye Wade, Habib Thiam, Mbaye Jacques Diop, Abdourahim Agne, Adja Aram Diène, Mantoulaye Guène, Théophile Diams, Demba Diop, pour ne citer que ceux-là. Notre Assemblée nationale ne se contente plus d'être une chambre d'applaudissements et d'enregistrements. Elle devient, hélas, un ring de pugilat, sans règles ni principes, comme si le grand théâtre qu'elle est devenue ne suffisait pas à notre peine. La violence verbale et physique des députés, échantillon représentatif de la classe politique, doit inquiéter. Elle pourrait être annonciatrice d'une violence plus grave à 3 mois de l'élection présidentielle. La dernière présidentielle de 2012 est encore fraîche dans les mémoires pour qu'on n'oublie pas les dérives dont peuvent être capables des politiciens bien de chez nous. Ce type de comportement de parlementaire n'est pas l'apanage de l'Assemblée nationale sénégalaise. Sous d'autres cieux, notamment en Occident, des députés en sont venus aux mains du fait de la passion des débats politiques. Au regard de ces comportements répréhensibles, la démocratie sénégalaise gagnerait à réformer le mode de désignation des députés. Il est temps que le député du parti cède la place au député du peuple. Le scrutin de liste majoritaire à un seul tour a atteint ses limites.
Il a l'inconvénient de brouiller le mandat parlementaire aussi bien pour le député que pour celui qu'il est censé représenter. Il ne serait pas superflu de réviser le mode de scrutin au niveau départemental dans le sens d'un scrutin majoritaire à 2 tours. La disparition du fameux Raougadou offre un grand avantage. Le candidat à la députation dans un département se sentira plus responsable face aux citoyens. Celui qui postule au siège de député doit avoir rendez-vous avec son fief. Légitimité et responsabilité. Le député devient dès lors plus respectueux de ses mandants avec lesquels il entretient un dialogue permanent. Il écoute, entend et se rend disponible. Condition sine qua non pour solliciter un nouveau bail. Le mandat du peuple, contrat à durée déterminée, ne devrait être assujetti à de petits calculs déshonorants. Plus de majoritaires serait également synonyme d'une plus grande maîtrise du nombre de listes de candidats à la députation. La pagaille constatée lors des élections législatives de 2017 est une alerte. Moins de partis politiques, mieux de démocratie. Que dire de la proportionnelle? Son introduction est un acquis pour promouvoir la diversité et la pluralité au sein d'une Assemblée nationale qui a besoin de redorer son blason. GD16 vous offre la revue de presse. Ousmane Gueye. Pour une présidentielle juste et transparente, l'opposition sénégalaise a une nouvelle fois investi la rue. Manifestation largement relayée par les confrères ce matin. À la une de Vox Populi, la mise en garde de Oumar Sarr. Ils passeront sur nos corps s'il le faut, mais nous défendrons le Sénégal. Et le « ils », ce sont bien sûr les tenants du pouvoir. Le coordinateur national du Parti démocratique sénégalais, tout comme les autres leaders du Front de résistance nationale, demande la levée de tous les obstacles qui se posent à Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall sur le chemin de février 2019. Mais le principal cri de guerre, souligne la tribune, a plutôt porté sur le fichier électoral. À la page 7 du journal, la présidente des femmes du PDS estime que l'actuel fichier est loin d'être fiable, non sans dénoncer la position du ministre de l'Intérieur, juge et parti. Autant de déclarations qui font dire à Les Échos que le Front de résistance nationale charge le maquis. Seulement, à la place d'une mobilisation monstre comme le décrit Les Échos, l'observateur fait état d'une petite foule avec de grands leaders absents. Mais les confrères se rejoignent sur ce constat. Ce sont les karimistes qui ont sauvé la face de la mobilisation. L'AS va même plus loin. Ils ont démontré leur force en s'appropriant la marche. Mais s'il ne s'agissait que d'un simple coup d'épée dans l'eau, Wade fils pourra-t-il rempiler pour la présidentielle à l'Assemblée nationale hier? La députée Europe du Sud, Mame Diarra Fam, n'a pas raté le ministre de la Justice, rapporte Vox Populi. Vous mettez devant les micros et vous criez haut et fort que Karim Wade ne va pas descendre à Dakar. Est-ce que Dakar vous appartient? Lance la parlementaire de la diaspora à Ismaïla Madior Fall. Preuve de plus que le passage du garde des Sceaux n'a pas été une partie de plaisir. Dans Les Échos, une ancienne étudiante s'en prend au professeur promu tailleur constitutionnel à ses yeux. Marie Sow Ndiaye accuse le ministre de la Justice d'avoir un double discours selon qu'il se retrouve à l'amphi ou dans le gouvernement. Madior donc malmené, chahuté, vilipendé pour prendre Les Échos, mais droit dans ses bottes à lire Sud Quotidien. Le ministre de la Justice regrette une tendance bien de l'opposition, tendance qui consiste à réduire la justice aux deux cas Karim Wade et Khalifa Sall. Des affaires pourtant ordinaires minimisent le garde des Sceaux, selon qui dans tous les tribunaux, les juges font leur travail. Et Ismaïla Madior Fall de répliquer sur son statut de professeur: je suis fier de la trentaine de docteurs que j'ai formés au Sénégal et en Afrique, fier aussi d'être aux côtés d'un président réformateur de notre génération. Macky Sall, un réformateur irrésistible qui convainc même Abdoulaye Baldé. Enquête révèle que c'est aujourd'hui que le patron de l'Union des centristes du Sénégal va réunir son conseil national à Dakar pour matérialiser une alliance avec le candidat de Benno Bokk Yakaar pour février 2019. Mais d'après le journal reprenant l'Héral, il a fallu beaucoup de tact pour amener le maire de Ziguinchor à rallier le camp du pouvoir
et que tout serait joué à Paris lors d'une rencontre des maires francophones. À Saint-Louis, il se joue plutôt de l'horreur. Enquête titre ce vendredi sur le chavirement de 5 pirogues dans la vieille ville. Et encore une fois, la brèche meurtrière est pointée du doigt pour avoir pris au piège les pêcheurs. 3 morts, 6 portés disparus et des blessés. Le bilan à la page 5 de Enquête. Enquête à la rencontre des parents qui estiment que l'État n'a rien fait malgré les nombreuses alertes sur la brèche. Dans les Échos, l'adjoint au maire de Saint-Louis, Latir Fall, appelle le gouvernement à l'action, d'autant plus que si rien n'est fait, selon lui, il y aura encore de nouvelles victimes. De son côté, le journal Libération revient à la charge sur ce qu'il appelle le scandale financier qui secoue le ministère de la Santé. Libé détaille le modus operandi du maître S délinquance pour piller le projet de renforcement du système de la santé. Pour ce faire, le mis en cause, explique les confrères, avait créé une société fictive pour se retrouver finalement avec 74 millions de francs CFA. En sport, un duel qui s'annonce fratricide entre Mané et Koulibaly, Sadio et Kalidou dans le cadre de la Ligue européenne des champions. Liverpool-Naples, retenez bien la date. Liverpool-Naples, retenez bien la date. Ce sera le 11 décembre. GD16 vous a offert la revue de presse. Je rappelle les titres de ce journal présidentiel 2019. Rien pour l'heure aux yeux de la loi ne s'oppose à la candidature de Khalifa Sall. L'ancien maire de Dakar n'a pas épuisé toutes les voies de recours. Précision du professeur Ndiak Fall, l'expert en droit pénal, qui souligne par ailleurs que la loi disqualifie la candidature de Karim Wade. Le candidat Karim Wade disqualifié pour avoir perdu ses droits civiques suite à sa condamnation par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le droit à l'image en question dans ce midi, problématique soulevée par l'interdiction du livre de Marcel Mendy sur le procès de Hissène Habré, le journaliste qui a utilisé l'image de l'ancien président tchadien en couverture. Celui-ci a porté plainte pour marquer sa désapprobation. Et puis l'université de Thiès, les étudiants qui ont décrété une grève illimitée, à l'origine la fermeture des restaurants universitaires depuis le 20 novembre dernier. Gabon, le président Ali Bongo qui séjourne au Maroc, il est suivi dans un établissement hospitalier de Rabat. En sport, CAN 2019, la CAF pourrait disqualifier le Cameroun. La commission d'organisation de la Confédération africaine de football estime que le pays des Lions indomptables n'est pas prêt à accueillir la compétition. Le comité exécutif se prononce sur cette note défavorable. Ce sera dans le courant de la journée. Et puis, vous avez suivi le zoom de Seydina Abagay sur l'union sportive de l'école polytechnique de Thiès. Un symbole, nous a-t-il dit, de la réussite des équipes universitaires dans le milieu du basket professionnel. Le secret médical, les acteurs de la médecine intègrent-ils suffisamment la notion? Le dossier du jour était consacré à cette problématique. Majoritairement, la réponse est non. Comme tous les vendredis, vous avez suivi la chronique de Mamoudou Ibra Kane, une réflexion axée sur l'arrière-cour de l'image d'Épinal de la place Soweto. La revue de presse de Ousmane Gueye a refermé cette édition mise en onde par Aliou Diassé, Mohamed Kandi à la réalisation, au micro Khalifa Diakhaté. Salim To pour vous souhaiter bon appétit. 13h, Ian Dembetine. Rabbi, oh, Babulai, Lamaya.